Chers étudiants, bienvenue dans le corrigé du devoir surveillé de l'électrostatique magnétostatique que je viens de passer à mes étudiants. Donc c'est un examen extrêmement simple. Beaucoup d'entre vous ont bien profité de ce devoir surveillé, donc je les félicite et je souhaite bon courage à ceux qui n'ont pas accepté ce cadeau. Bien. Donc voilà le sujet. Donc c'est un exercice formé par quelques questions en électrostatique ou magnétostatique. Bon, l'exercice 1 sur 4 points, c'est gratuit. Donc je vous donne le potentiel qui est donné par xz moins z au carré. La question, c'est déterminer le champ dont dérive ce potentiel. Bon, il suffit de connaître la relation, bien sûr, entre le champ et le potentiel. Le champ, c'est moins gradient de V. Il ne faut pas oublier le signe moins. Et c'est un vecteur. Quelle est l'expression de gradient en coordonnées cartésiennes? Parce que là, c'est en coordonnées cartésiennes. Donc, c'est d de v sur d de x suivant i, plus d de v sur d de y suivant j, plus d de v sur d de z suivant k. Donc, il suffit de dériver cette fonction par rapport à x. Ça vous donne z suivant i. Vous le dérivez par rapport à y, il ne dépend pas de y, donc 0. Vous le dérivez par rapport à z, et la dérivée de ça par rapport à z, n'oubliez pas le signe moins, vous voyez, j'ai oublié moi-même, donc moins, donc moins, vous dérivez par rapport à z, il vous reste x moins 2 fois z, suivant k. Voilà. Question 2, déterminer la divergence d'un vecteur. Donc le gradient s'applique à un champ scalaire pour obtenir un vecteur. La divergence s'applique à un vecteur et on obtient un scalaire. Donc c'est la dérivée de v de x par rapport à x. C'est quoi v de x? C'est la composante du vecteur suivant x, plus la dérivée de v de y, la dérivée de la composante suivant j, et la dérivée de v de z par rapport à z. Donc vous dérivez ça par rapport à x, vous dérivez moins y au carré par rapport à x, ça vous donne 0. Donc divergence de v, ça me donne 0. Plus vous dérivez par rapport à y, la composante suivant y, x plus 1 ne dépend pas de y, donc plus 0. Et vous dérivez la composante suivant z, c'est z par rapport à z, c'est 1. Donc la divergence, et vous entourez la réponse B. Voilà, 4 points en 2 minutes. Bien, exercice 2, soit un fil infini. Vraiment, le cas le plus simple qu'on peut imaginer en électrostatique, c'est le fil infini. Et je n'ai pas cessé de répondre. Il faut absolument connaître les systèmes classiques, sphère, cylindre, fil et plan. Bon, le fil est chargé avec une densité lambda uniforme et positive. En utilisant la symétrie, déterminer la direction de E. Bien sûr, lambda est positif, donc il ne faut pas penser au plan de symétrie. Il faut déterminer deux plans de symétrie. Toujours commence par le point M, où je calcule le champ, plus deux vecteurs. Donc vous voyez bien que le vecteur ER, EZ, le plan M, ER, EZ et M, ER, Eθ sont deux plans de symétrie. Donc deux plans de symétrie. Deux plans de symétrie. Le champ appartient à l'intersection des deux. Donc ça veut dire le champ est égal à E suivant ER. Voilà. Bien, maintenant on vous dit de déterminer par l'application du théorème de Gauss la valeur de E. Là aussi, très simple. J'ai vu quelques erreurs vraiment impardonnables. Celui qui prend le fil ici, qu'il me trace la surface de Gauss là. Ah. Quel est le critère de choix de la surface de Gauss? Il faut que le module du champ électrique soit constant sur la surface utile, c'est-à-dire la surface qui va permettre de calculer E. Quelle est la surface utile dans notre cas? La surface utile, c'est bien celle qui va être suivant ER, c'est-à-dire la surface latérale. C'est sur la surface latérale que le vecteur surface est suivant ER. Donc il faut que sur la surface latérale, le champ soit constant. Or, vous avez un fil infini. Donc les invariances nous disent que le champ ne dépend ni de Z ni de θ. Ça veut dire le champ ne dépend que de R. Donc il faut absolument que sur tous les points de la surface de Gauss, le champ soit constant. Si vous prenez un cylindre ici, le champ ne sera pas constant sur la surface latérale.
et la direction et l'angle entre E et D de S n'est pas constant. Donc il faut que la surface de Gauss, le fil, soit l'axe de symétrie de ma surface de Gauss. Comme ça, je suis sûr que partout, j'ai la même distance R. Bon, le flux, vous voyez bien que le flux à travers la base supérieure, c'est 0, parce que E est perpendiculaire à D de S. Le flux à travers la base inférieure est égal à 0. Le flux, donc sur la surface latérale, ils sont parallèles et de même sens. Or, sur la surface latérale, donc plus 0, sur la surface latérale, le rayon il est constant. Le champ ne dépend que de R, donc le module il est constant, fois la surface latérale d'un cylindre de rayon R et de hauteur H, c'est 2πr fois H. Quelle est la charge intérieure à ce cylindre? C'est de là à là, c'est cette partie-là qui se trouve à l'intérieur. On a une distribution linéaire, donc Q intérieur c'est lambda fois D de L. Donc lambda est constante. L'intégrale D de L entre là et là, c'est cette longueur, et cette longueur n'est autre que H. Donc vous remplacez dans l'équation 1, E de pi RH est égal à lambda H sur epsilon 0. Donc E est égal à quoi? Est égal à lambda sur 2pi epsilon 0 fois R, en vecteur suivant ER. Vraiment le cas le plus simple qui peut exister sur l'application du théorème de Gauss. Maintenant, le fil est parcouru par un courant I. Donc, le courant I, un courant crée un champ magnétique et non pas un champ électrique. Quelle est la règle de symétrie qu'on applique pour le champ électrique? C'est cette fois-ci, il faut d'abord commencer par chercher est-ce qu'il y a un plan de symétrie. Or, le plan de l'écran, qui est le plan MER, EZ, j'ai vu beaucoup d'étudiants qui mélangent ER avec EX, ER avec EY, soit vous travaillez aux coordonnées cartésiennes, soit vous travaillez aux coordonnées cylindriques. Donc, MER, le plan de mon écran est un plan de symétrie, et pour le champ magnétique, un seul plan de symétrie suffit. Ah, c'est pas la même chose que le champ électrique, c'est un pseudo-vecteur. Lui, il est perpendiculaire au plan de symétrie. Le vecteur qui est perpendiculaire, c'est là aussi par invariance, il ne dépend que de R, c'est le vecteur Eθ. Donc voilà la direction du champ magnétique, c'est B suivant Eθ. En utilisant le théorème d'Ampère, Ampère, qu'est-ce qu'il dit? Il vous dit que la circulation et non pas le flux, vous confondez beaucoup de choses, c'est la circulation de B D de L est égale à mu0, la sommation du courant qui entoure le contour gamma. Donc je choisis un contour gamma. Dans le théorème de Gauss, c'est une surface, soit une sphère, soit un cylindre. Dans le théorème d'Ampère, c'est un contour, soit un cercle, soit un rectangle. Et si le champ est suivant Eθ, c'est même pas la peine de réfléchir. Toujours le contour d'intégration, c'est un cercle. Donc je vais déterminer le champ au point M, vous allez tracer un cercle et vous l'orientez de façon que la normale. Vous pouvez l'orienter comme vous voulez, mais de façon pour éviter les signes moins, vous l'orientez pour que le courant soit dans le même sens que la normale. Là aussi, il faut que le cercle soit centré. Vous avez partout la même distance pour que le champ soit constant. C'est important, il ne faut pas choisir un cercle comme ça. Ça n'a pas de sens. Si le rayon n'est pas le même, le champ ne sera pas le même. Et dans ce cas, la circulation de BD de L, donc B est suivant Eθ. Voilà, par exemple, on a un point quelconque, mon champ magnétique B, mon élément de longueur est suivant Eθ. Donc, ils sont les deux collinéaires, donc j'enlève les vecteurs. Comme j'intègre sur un cercle, le rayon est constant, donc le champ magnétique est le constant, et l'intégrale D de L, ça vous donne tout simplement le périmètre de ce contour. Combien de courants traversent ce contour gamma? Vous voyez bien qu'il y a un seul, donc ça c'est égal à mu0i. Donc B, tout simplement, égal à mu0i sur 2πr suivant Eθ. Voilà l'expression du champ magnétique. Jusque-là, c'est question de cours. Donc, arrivé à ce stade, ça y est, vous avez déjà votre moyenne. Bien. Maintenant, les applications. Voilà la seule question, je dirais, où il y a un peu de réflexion dans l'exercice, c'est la suivante. Je vous donne deux fils infinis. Bien sûr, un au-dessus de l'autre. Et on vous dit dans quel cadran est-ce que 1, 2, 3 ou 4 où le champ va être nul. Bon, pour savoir, il suffit de tracer
à la direction du champ dans chaque cadran. Donc j'ai remplacé le fil 1 qui a le courant, voilà, ce fil-là, le courant bleu ici. Donc voilà le fil, je l'appelle le fil 1, celui-là. Et puis le fil 2. Donc commençons par le fil 1. Si vous avez un courant qui parcourt un fil infini, vous utilisez la règle de la main droite et vous voyez bien que le champ magnétique il tourne dans ce sens-là. Ça veut dire ici il est sortant, ici il est rentrant. Donc j'arrive ici, je dis voilà mon fil 1. Donc le champ ici il est sortant, ici il est rentrant. Et bien sûr ça sera la même chose partout. Là, sortant, rentrant. Qu'est-ce qu'on va, le fil 2, comment? Il suffit de tourner celui-là de pi sur 2. Donc, vous le tournez de pi sur 2. Et vous voyez bien, de ce côté-là va être négatif, rentrant. Donc là, il va être rentrant en bas du fil et sortant en haut du fil. Vous voyez bien, rentrant en bas du fil, sortant en bas du fil. Et vous voyez clairement que dans la région 1, ils ont le même sens. Dans la région 3, ils ont le même sens. Donc, dans quel cadran le champ peut être nul? Cadran 2 et 4. Donc, il suffit de répondre ici 2 et 4. Maintenant, où se trouvent les points où le champ est nul? Il suffit d'utiliser ce résultat. Vous savez que le champ, par exemple, ce fil-là, le champ va être mu0 i sur 2pi fois r. Et par exemple, voilà, je prends un point M quelconque de ce cadran. Le champ ici va dépendre de cette distance R1. Celui-là va dépendre de R2. Donc, quand est-ce que les deux champs vont être nuls? Ils sont opposés. Pour que le champ soit nul, il faut que les deux vecteurs aient le même module. Donc, B total égale à 0. Ça veut dire le module de B1 égale à B2. Or, ça veut dire tout simplement 1 sur R1 égale 1 sur R2. B, c'est mu0 i sur 2pi r. Ça veut dire tout simplement R1 égale à R2. Donc, il va être nul lorsque la distance entre les deux fils, la distance entre ce point, donc ça veut dire tout simplement sur ce qu'on appelle la première bisectrice. Donc voilà, vous voyez ici sur la distance, vous avez R1 égale à R1. Donc vous avez ici P sur 4. Donc soit vous dites sur la première bisectrice du cadran 1, 4, soit vous orientez, vous dites X, Y, et dans ce cas, la droite B est nulle sur la droite d'équation Y égale à moins X. D'accord? Ou vous tracez sur la figure, vous dites le champ il est nul. Voilà, bon, le champ est nul. Je peux tracer par exemple, voilà, par une droite. Voilà, hop, voilà, en disant Y, distance R1 égale à R2. Voilà, sur cette droite, partout, R1 égale à R2. Donc, vous voyez, donc c'est sur ces cadrans. Donc, il suffit de tracer normalement le champ magnétique qui vous allez déduire facilement où se trouvent les points où le champ est nul. Bien. L'exercice 3, c'est un calcul direct. Là aussi, il suffit de se rappeler quelle est la méthode à suivre. Donc là, j'ai noté la densité par A et non pas par lambda, juste pour ne pas comprendre par cœur les formules. Et question, quelle est la charge totale de ce système? Bon, la charge totale Q, bien sûr, c'est l'intégrale lambda d de L. Donc ici, d de L, lambda c'est une constante, donc ce sera tout simplement lambda fois la longueur totale de ce circuit. Donc la longueur ici, c'est 2R, ici, c'est 2R, donc lambda fois 4R, plus lambda fois la moitié d'un cercle, 2πr le périmètre d'un cercle, donc la moitié, c'est πr. Donc vous factorisez par R, par lambda. Bon, lambda, je l'ai noté petit a, donc petit a. Donc A fois R, qu'est-ce qu'il reste? 4 plus pi. 4 plus pi. Bon, question où tout le monde a pratiquement répondu à cette question. Bien, préciser le sens et la direction du champ créé par le fil point O. Bon, là aussi, il suffit de dire tout simplement que vous avez deux plans de symétrie, le plan XZ, OXZ et OYZ. Donc, OXZ et OYZ, deux plans de symétrie, J'ai insisté sur la symétrie, vous allez bien comprendre son rôle dans la suite de vos parcours. Donc, quels sont ces directions? Donc, E va être suivant l'axe EZ, et plus exactement suivant EZ, dans le sens
négatif. Le champ va être, donc, parce que la charge est positive, donc, va être vers le bas. Donc vous pouvez le tracer par un vecteur ou mettre une phrase pour dire c'est EZ vers le bas. Quel est le potentiel? Voilà la question, il y a un peu de calcul et pour vous simplifier la vie, je vous ai donné 3 propositions. Et vous voyez bien qu'il y a une seule proposition où il y a log de 3. Donc fort probablement que ça sera la bonne. Et on va montrer que c'est effectivement la bonne réponse. Bon, vous savez que le calcul du potentiel, c'est le plus simple. Hein, lui, il ne demande pas de symétrie ni rien. Je prends par exemple ce côté-là et je calcule le potentiel. Ensuite, je multiplie par 2. Voilà. Seule chose de faire attention que la longueur du segment, c'est 2R. Ici, vous avez R plus 2R. Donc ici, c'est 3R. Et puis, vous faites le calcul direct classique, je dirais, et très simple. Vous avez potentiel créé par une charge D de Q, c'est D de V, c'est D de Q sur 4Pi epsilon 0R. Je prends un point M quelconque de ce segment. Il se trouve à une distance X de O. L'élément de longueur de l'axe des X, c'est D de X. Donc l'élément de charge, c'est AD de X sur 4Pi epsilon 0X. Bon, A est constante, c'est lambda. En fait, A, c'est lambda. Je factorise par X sur 4Pi epsilon 0. Il vous reste D de X sur X. J'intègre entre quoi? Entre R jusqu'à 3R. Je répète pourquoi 3R. Parce que ici, vous avez, dans le schéma, vous avez ici R. C'est le rayon du cercle. Donc ici, vous avez R. Et la longueur ici du segment, c'est 2R. Donc R plus 2R, ça vous donne 3R. Voilà, et ça vous donne A sur 4pi epsilon 0 log de 3. Et vous multipliez par 2. Pour ça, celui-là va écrire aussi le même potentiel. Ensuite, vous ajoutez le potentiel créé par le demi-cercle. Là aussi, c'est très simple. D de L, c'est A, D de L, c'est R, D de θ. Et sur 4pi epsilon 0 grand R, vous simplifiez par grand R. Il vous reste l'intégrale D de θ entre quoi et quoi? Entre 0 jusqu'à pi. Et il vous donne A sur 4 epsilon 0. Et vous voyez bien que la bonne réponse, c'est celle-là. Cette fameuse bonne réponse. Bon, le champ apport module. Bon, le champ électrostatique apport module, quoi? Bon, bien sûr, il suffit de calculer le champ créé par une demi-spire, parce que le champ créé par ce segment va être opposé au champ créé par l'autre. Donc, les deux segments vont créer un champ nul. Donc, le champ total, c'est tout simplement le champ créé par une demi-spire. Hein? Le champ créé par une demi-spire. Bon, voilà, on va le faire rapidement. J'aurais dû prévoir le calcul. Donc là, il suffit de... Bon, là aussi, c'est classique, on l'a fait. Je sais, prenez une demi-spire. C'est peut-être le premier exemple que j'ai fait dans le cours pour l'application directe du champ électrique. Enfin, X, Y. Vous prenez OX, Y. Pardon, Y. Là, ce qu'il faut faire attention ici, c'est toujours, j'ai bien dit, c'est la symétrie. Donc, vous prenez un élément de charge D de Q, voilà votre vecteur unitaire U, il va vous donner un champ D de E. Quelle est la définition de D de E? Donc, D de E, c'est par définition lambda fois D de L, ou bien D de Q sur 4pi epsilon 0. Normalement, petit r, là, je remplace tout de suite par grand R, parce que tout l'élément de charge se trouve à la distance R, mais c'est un vecteur suivant I. Bon, la symétrie, on a dit que E va être suivant EZ, donc il faut calculer uniquement D de EZ, qui est par définition lambda. Bon, je remplace tout de suite D de L par grand R, D de θ, bon, R carré ici, grand R, D de θ, je simplifie par grand R, il vous reste lambda sur fois D de θ sur 4pi epsilon 0. Bien sûr, la projection suivant Z va donner ici, bon là c'est les coordonnées polaires grand R et θ, donc cosinus de cet angle, vous voyez bien ce cosinus pi sur 2 moins θ, donc c'est sinus θ. Voilà, et plus exactement va être suivant avec un signe moins, parce qu'il va être suivant moins bon Z ici, va être suivant moins EZ, d'accord? Voilà, ensuite vous intégrez donc EZ, ça sera moins lambda sur 4pi epsilon 0, l'intégrale de sinus θ D de θ entre 0 et pi. L'intégrale sinus θ D de θ, c'est moins cosinus θ. Entre 0 et pi, ça vous donne moins 2. Donc, moins 2 avec ce signe moins.
ça vous donne lambda sur 2 pi epsilon 0. Voilà, voilà le champ créé par, il manque un R bien sûr, lambda sur 2 pi epsilon 0, j'ai oublié un ici, un R, donc lambda sur 2 pi epsilon 0, R en module. Et bien sûr, le champ, vous pouvez l'écrire en vecteur, c'est moins lambda sur 2 pi epsilon 0, grand R suivant EZ. Voilà la valeur du champ ici. Donc il suffit de répondre ici, d'écrire lambda E égale, parce que là je vous donne juste le module, c'est lambda sur 2 pi epsilon 0 grand R. Bien. Qu'est-ce qui reste maintenant? Même segment, ça l'exemple ça a été fait noir sur blanc sur le cours. Donc le même fil est maintenant parcouru par un courant I. Préciser le sens, la direction du champ. Là aussi c'est la symétrie. Il suffit de dire O, X, Z, le plan de l'écran égale plan de symétrie. Plan de symétrie. Et pour que le trièdre soit direct, Y, c'est vers le bas, il est rentrant. Donc le champ magnétique B va être perpendiculaire à ce plan. Ça veut dire qu'il va être avec un signe moins suivant, moins EY. Bon, ceux qui ont répondu B suivant Eθ, je l'accepte aussi parce qu'ils ont bien compris que c'est un champ qui est perpendiculaire au plan de l'écran. Et non, c'est la loi de Biot-Savart. Donc tout simplement, pardon, il n'y a pas d'intégrale ici parce que D de B, par définition, la loi de Biot-Savart vous dit que le champ créé par un élément de courant ID de L vous donne un champ magnétique mesuré sur 4pi ID de L vectoriel U sur R carré. Bien. Déterminer l'expression du champ créé par la demi-spire. Là aussi, c'est le cas le plus simple. Parce que là aussi, vous avez X, Y. Donc le champ va être, s'il est dans ce sens-là, Z est sortant, va être suivant moins Z. Bon, mais bon, allez. Donc là, on a appelé Z ici. Donc il est suivant Y. Voilà. Donc Y, il est rentrant. Donc le champ aussi, il est rentrant. Donc, vous voyez bien que par définition, le module D de L, I, D de L, c'est ce vecteur-là. U, c'est ce vecteur. Ils sont perpendiculaires. Donc, le module de D de L vectoriel U, c'est tout simplement égal à D de L, qui est égal à grand R, D de θ. Donc, la projection de ce vecteur sur l'axe des Y, donc, puisque lui-même, il est suivant Y, donc, ça vous donne tout simplement mesure U sur 4πr fois D de θ. Je remplace ici D de L par grand R D de θ. Donc voilà, je simplifie par grand R, il reste D de θ. Et puis vous intégrez entre 0 et pi, ça vous donne mu 0i sur 4R. Maintenant, quel est le champ total? Bien sûr, vous savez que si vous avez un segment, le champ créé par un courant en un point le long du segment, c'est nul. B égale à 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous voyez le vecteur ID de L et le vecteur U sont collinéaires. Donc, I de L vectoriel U, ça vous donne 0. Donc, le même, l'autre segment, ça vous donne 0. Donc, vous avez tout simplement le même champ magnétique B. Donc, le champ total, ce sera aussi mu 0U sur 4R. Voilà pour ce contrôle qui était très à la portée de pas mal d'entre vous. Beaucoup ont bien répondu. Il y a un très bon nombre d'entre vous ont réussi à obtenir 18, 19, mais malheureusement, une grande partie n'a pas répondu à ce sujet. J'attends vos commentaires, vos questions. Bien sûr, bonne chance et bonne continuation à ceux qui ont validé. Et bon courage et bonne préparation au rattrapage pour ceux qui n'ont pas réussi à répondre à ce sujet. Voilà, bon courage et à bientôt.